Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une mission à la fois économique, culturelle, sociale et associative, parce que les associations comptent beaucoup dans notre mission. Dans un monde où ça va dans tous les sens et parfois dans le mauvais sens, les meilleures associations ont leur place ici sur notre plateau. Les associations qui créent, qui innovent, qui apaisent en même temps, sont les bienvenus dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons un grand événement, un bon événement qui s'annonce pour le 28 de ce mois sur les pays du Sahel. Vous connaissez les pays du Sahel, ce sont des pays très importants, avec des ressources minières assez denses d'ailleurs, convoitées par des puissances étrangères, et il faudrait que ces pays du Sahel et autres s'en sortent avec ce que j'appelle la tête haute. Alors, quel plaisir, quel bonheur que de recevoir deux personnalités, deux grandes figures du monde associatif qui font partie des organisateurs de cet événement du 28 mars prochain. D'abord, la reine malienne qui est ici, toujours bien habillée, prête pour le combat. Exactement. Nous saluons votre présence, Laetitia et moi. Merci beaucoup, Khadija Koulibaly, consultante internationale spécialisée en stratégie d'affaires, lobbying et relations publiques, à la tête du cabinet Anouk. Welcome, merci pour l'invitation. Et alors, il faut ce que j'appelle des hommes, des Français engagés avec justement ces mouvements associatifs pour qu'on aille en haut et non pas tirer en bas. Je connais Stéphane Mortier, son sérieux, son efficacité, et quand j'ai vu effectivement qu'il fait partie des organisateurs de ce mouvement du 28 mars, j'ai dit que c'est un mouvement solide et sérieux. Mais avant tout ça, avant de présenter Stéphane Mortier, avant même de lui donner la parole, j'entends saluer ici un fils africain, je veux dire d'origine africaine, d'origine malienne, qui a grandi à Saint-Denis et aux environs, qui a fait de la politique, qui a été même très attaqué sur ses origines, ses projets, qui s'appelle Bagayoko, qui vient d'être élu brillamment à la tête de la mairie de Saint-Denis. Nous le saluons ici, nous le félicitons, et comme je l'ai dit, il sera invité sur notre plateau en espérant qu'il va faire de Saint-Denis une ville exemplaire. Qu'on dise que là où la France insoumise gouverne en tant que maire, et que ces villes-là avancent. Et c'est dans ce centre, dans ce cadre précis, très content, très requinqué que nous sommes, que Bakayoko sera prochainement invité. Maintenant, pour revenir à Stéphane Mortier, qui lui-même est français pure source, mais non seulement français pure source, mais qui va avec tous les autres Français, les intégrés, nous qui sommes intégrés. Et c'est ça qui est bien. Stéphane, tu es ici chez toi, ce n'est pas la première fois que nous te recevons, eh bien nous te recevons encore avec beaucoup de ferveur. D'abord, bonjour. Bonjour et merci. C'est toujours un plaisir que d'être ici avec vous pour des échanges qui sont toujours passionnants. Alors, Stéphane, cet événement du 28 mars prochain est un grand événement que personnellement j'ai annoncé partout. Et j'ai dit que ce n'est pas un événement comme les autres, c'est un événement pour non seulement faire des propositions concrètes, que ce soit en matière de coopération, de gestion et surtout de complémentarité entre la France et ses anciennes colonies, mais aussi avec l'Europe. Stéphane, quel est ton point de vue sur l'événement du 28 mars prochain? Ton point de vue, ta façon de voir. Alors, mon point de vue, qui n'est que le mien, évidemment, mais je pense que on est dans une période charnière. Ouais. Une période charnière partout dans le monde, mais en Afrique en particulier, et les pays du Sahel qui ont osé une voie différente.
hein, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont osé une confédération en sortant de la CEDEAO, en se repositionnant. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement novateur dans le paysage. Alors, ça donnera quoi avec le temps? Ça, on n'est pas en mesure de le dire, mais je pense que dans un monde en pleine reconfiguration, ce type d'initiative a le mérite d'exister d'une part, et je pense qu'il fallait oser. Et ces trois pays l'ont fait. Euh, il faut donc en parler. D'où la nécessité et puis l'idée pour nous et nos partenaires, bien sûr, d'organiser cet événement euh, parce qu'on remet tellement de choses en considération, on remet tellement de choses en place euh, qu'on est obligé d'amener de la réflexion stratégique sur cette reconfiguration. C'est bien de reconfigurer, mais on va vers quoi? Euh, Sommes-nous dans un vide stratégique? Sommes-nous dans une véritable stratégie mise en place? Pour l'instant, tout ça reste flou et on va essayer le 28 mars d'apporter au moins des clés euh, pour ouvrir quelques voies de réflexion et d'action. Alors, avant de passer la parole à Laetitia, qui va certainement poser la question à la reine-mère qui est sur le plateau, Stéphane, il faudrait mettre l'accent dans les pays du Sahel, sur la bonne gestion. Je montre ici cette photo. Et il faudrait que les chefs d'État du pays du Sahel sachent qu'il y avait avant eux un militaire qui s'appelait Amadou Toumani Touré. Je le dis ici avec aisance et avec fierté. C'est quelqu'un en 2 mandats. Il n'a fait que 2 mandats. A bien gouverné son pays. Et quand il a fini son mandat, même s'il a été à la dernière minute renversé par des têtes brûlées, le Mali était devenu un pays émergent. Est-ce que dans le débat, vous aurez la gentillesse de mettre en avant le bilan d'un militaire qui a bien gouverné son pays et effectivement qui savait écouter le peuple par rapport, je vous le dis tout de suite, M. Stéphane, avant que Laetitia ne vous pose la question, par rapport à ce que Jeune Afrique a écrit ici. C'est pas moi, c'est Jeune Afrique. C'est marqué les disparus du Burkina Faso. C'est pas moi. Je vous le montre. Parce que nous allons faire le 28 un débat décapant. Alors, est-ce que d'abord, Jeune Afrique a fait ça pour de la publicité ou est-ce que c'est fondé? Voilà des questions que nous nous posons avant l'événement du 28 mars prochain. Madame Laetitia, vous êtes vous aussi la reine de notre émission. Et c'est vous qui allez poser la question à une autre reine. C'est gentil. Vous lui posez la question, Madame la reine. Oui, ben on a eu le plaisir de vous recevoir déjà pour une première émission. On a pu un peu camper le contexte Oui. et les décors de ce pourquoi vous organisez le 28 mars prochain cette conférence. Tout à fait. Moi, ma question, ce serait de venir un peu plus dans le cœur du programme, parce que cette journée ne se veut pas qu'informative, mais comme on l'a dit, une journée où on espère ressortir avec des actions et des marches à suivre par rapport aux leaders d'opinion et ceux qui ont la possibilité de pouvoir faire tourner la roue. Donc, est-ce que vous pouvez, Edina, nous parler un petit peu plus du programme Bien sûr. et donc des thématiques Bien sûr. auxquelles nous allons être confrontés et des acteurs aussi qui prendront la parole ce jour-là? Parfait. Alors, merci encore pour cette question. C'est vrai que quand on a placé l'objet du débat africain sur la place de Paris et notamment sur l'axe des pays de l'AES, ça a créé tout de suite la suspicion, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'AES? Pourquoi à Paris? Alors l'AES parce que c'est un sujet d'actualité et nos structures se concentrent sur les sujets d'actualité et essaient de faire des consultations africaines auprès des États qui peuvent avoir besoin de certaines expertises. Donc pourquoi l'AES? Alors je suis originaire du Mali, je fais partie de la diaspora malienne en France. Donc pour moi, c'était un clin d'œil aussi pour le Mali, qui est mon pays d'origine, et également l'AES, qui sont nos pays frères. Donc c'est très important cette émission d'aujourd'hui,
parce qu'on va rentrer dans le décryptage de ce fameux programme. Donc, ça pourra peut-être éclairer un certain nombre de personnes qui ont des zones d'ombre et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont eu l'audace et le cran de faire cette conférence sur les pays de l'AES à Paris. Donc, les gens vont comprendre que c'est juste un rendez-vous intellectuel, de consultation et de force de proposition, car à l'issue de cette conférence, nous allons édifier cela par un livre blanc. Donc, sur les premières thématiques, alors on parle globalement de la souveraineté. Vous voyez, on a 3 personnalités à la tête de ces États qui dégagent un certain leadership ferme, engagé, et avec un agenda fixe et déterminé. Donc maintenant, comment, de manière subtile et en toute transparence, on peut leur être force de proposition sans suspicion à partir du pari. C'est là la difficulté. Parce que comme assez bien dit Monsieur l'enseignant, c'est que eux, à leur époque, ils avaient la possibilité d'être force de proposition pour être des consultants auprès des chefs d'État ou des ministères. Et à ce moment-là, le monde ne bougeait pas comme actuellement. Donc là, maintenant, tout le monde est un peu parano, il y a beaucoup de suspicions, etc., etc. Donc maintenant, nous, l'exercice qui est très difficile, c'est comment, à travers cette conférence, on peut créer de l'engouement et un climat de confiance pour être un cordon de collaboration et de consultation pour ces États de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina. Précédemment, on avait parlé de l'éducation, on avait parlé également de la jeunesse et on parle également de la diaspora. Donc, sur les grandes lignes, on va essayer de mettre en avant tout ce qui est coopération sud-sud, c'est-à-dire tout simplement le doing business entre Africains et burkinabés, promouvoir le made in Burkina Faso, promouvoir le made in Mali, promouvoir le made in Niger. Et également le doing business intra-AES et le doing business intra-africain. Déjà, ça, c'est le premier volet. Sur le volet sud-sud. Après, vous avez le volet nord-sud qui devient un peu plus compliqué dans le sens où quand on dit le nord, le sud, ah non, pas la France. OK, bon, pour le moment, ce n'est pas le sujet. Il y a l'Europe. Il y a une délégation qui... il y a eu des bruits de couloir. Hein, il y a une délégation qui vient d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques maliens qui se déplacent dans les prochains jours à Bruxelles pour faire une rencontre auprès des institutions bruxelloises. Donc, il y a des négociations qui sont en cours. Mais là, c'est le Mali et l'Union européenne. Mais la France fait partie de l'Union européenne. Donc, on n'est pas sur un sujet Mali-France, on est sur un sujet Mali-Europe, AES, Europe. Et après, de fil en aiguille, on verra comment le climat va se détendre pour pouvoir prétendre à une réconciliation ou à un climat d'échange et de dialogue avec la France. Donc nous, dans ce volet-là, notre décryptage, c'est promouvoir les coopérations intra-africaines et promouvoir les coopérations nord-sud avec la diaspora. Et après, il y a le volet Union européenne AES qui va venir de fil en aiguille. Et après, le sujet plus pointilleux, bien sûr, la France et l'AES. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre débat. Donc, on parle de souveraineté. On aborde la souveraineté économique. On aborde la souveraineté financière, la souveraineté juridique et la souveraineté sécuritaire. Ce sont les 3 grands volets. Maintenant, par la suite, je laisserai Stéphane rentrer dans le corps des questions. On a des experts issus de différents horizons qui sont issus de la diaspora malienne, la diaspora burkinabé, la diaspora nigérienne et également d'autres diasporas. Ce sont des talents africains et européens qui ont de l'intérêt pour les pays de l'AES et souhaitent apporter une consultation africaine pour ces pays. Donc, notre force aujourd'hui, à l'issue de cette conférence, c'est bien faire comprendre le décryptage de ce programme et le livre blanc, qui est vraiment le bébé qui sera pondu lors de cet événement, qui va nous permettre d'asseoir notre crédibilité sur le pourquoi on a décidé de mettre en place cette conférence stratégique
sur cette place stratégique de Paris. Voilà. Mais du coup, quand on parle de souveraineté, est-ce que c'est la souveraineté africaine, comme vous l'avez dit, donc bien sûr les pays de l'AES, mais l'Afrique dans son ensemble, Oui. donc au final appeler tous les acteurs africains, Tout à fait. ou pour l'instant vous vous concentrez simplement sur les acteurs maliens, Niger, Burkina, comme vous l'avez dit. Mm. Donc qu'est-ce qu'on entend par souveraineté là, pour ce... Alors, la souveraineté, alors tout est d'abord, au départ, tout est une question d'opportunité. Mhm. Vous voyez, s'il y a une opportunité avec une partie prenante, que ce soit en sud-sud ou nord-sud, nous, on saisit l'opportunité et on fait une force de proposition par rapport à l'opportunité. Par exemple, là, on a des propositions avec des consultants qui ont des entrées pour des coopérations entre les pays des Émirats arabes et l'Afrique. C'est une opportunité, ben, on va la proposer. Et après, c'est les pays, les décideurs qui décident si pour eux ça leur convient de traiter avec ces pays-là. On a également un consultant qui est spécialisé dans la coopération entre Shanghai et l'Afrique. Ben là, c'est pareil, encore une fois, on va faire le montage des dossiers, les forces de proposition, ce qui a déjà été fait dans différents pays africains, et maintenant faire un montage solide à travers cette conférence et faire une force de proposition auprès de ces pays de l'AES. Après, eux sont libres de décider de collaborer ou non avec eux, et ainsi de suite. Pareil, actuellement, il y a une consultation qui se fait très prochainement avec les décideurs de l'Union européenne, mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis les rencontrer que tout se passera comme ils veulent. En fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle configuration d'un deal gagnant-gagnant. Mais maintenant, est-ce que les personnes qui vont venir face à ces autorités-là, qui ont maintenant leurs exigences, est-ce qu'eux seront prêts à arrondir les angles dans ce sens? Et c'est le même problème pour la France. On parle de climat, des affaires et relations diplomatiques, ok. Mais si demain, il y a des intérêts pour... Bon, on a parlé des intérêts de la France en Afrique. Mais peut-être que demain, nos pays de l'AES pourraient avoir un intérêt de collaborer avec la France. Comment on promouvoit le Made in Afrique? Pourquoi pas demain prétendre à l'exportation de produits burkinabés vendus ici à Paris? De porter des tissus Made in Mali, porter des boucles d'oreilles Made in Burkina, etc., etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas inverser la tendance et que les pays de l'AES et même les pays d'Afrique peuvent être force de proposition concrète auprès des pays européens et également éventuellement la France sur des produits qui seront exportés de l'Afrique vers la France. C'est-à-dire porter une veste made in Burkina, porter un survêtement made in Mali et des baskets made in Niger, par exemple. Est-ce qu'il y aura aussi, il y aura deux questions, est-ce qu'il y aura aussi un volet stratégique? Parce que comme on l'a dit et comme vous l'avez aussi expliqué, Oui. le monde là se forme et évolue de manière très différente. Donc les frontières sont de plus en plus gommées. Qui dit que les frontières sont gommées, qui dit de nouvelles opportunités, justement, dans des endroits ou des régions qui ne sont peut-être pas réfléchies ou mises en avant aujourd'hui, mais qui existent. Est-ce que dans le cadre de cette conférence, peut-être à l'issue justement de ce livre blanc aussi, ce sera l'occasion aussi d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir justement stratégiquement à peut-être deux volets de coopération avec des régions du monde qui ne sont pas aujourd'hui encore évoquées, mais qui existent. Est-ce que ça donne aussi cette visibilité-là? Là, pour l'exemple du Sud-Sud, si vous regardez sur l'un de nos panels, on a quelle coopération entre la République Congo et les pays du Sahel par Dadou Moano. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les pays du Sahel et l'État de la République Congo ont envisagé des coopérations? Parce que nous, on a des consultants de qualité qui ont des forces de proposition et qui ont de l'intérêt vers les pays du Sahel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nos pays de l'AES, sur leur volet axe Sud-Sud, est-ce que le Congo RDC fait partie de leur viseur? Si oui, tant mieux, on est dans la continuité. Sinon, on peut leur faire une opération séduction, par exemple, avec le Congo, République Congo, par exemple. Voilà, c'est ça. La souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, Oui, la souveraineté, disons, financière, Oui. passe par la bonne information. tout à fait. Et je pose deux questions. Oui.
Est-ce que ce pays du Sahel, aujourd'hui, peut permettre à la presse indépendante, en l'occurrence nous autres, d'aller vérifier sur le terrain ce qu'ils font en bien comme en mal? Je vous pose la question. Vous pouvez ne pas répondre. Mais il faudrait que la bonne information soit au cœur de ce que j'appelle la revendication de la souveraineté. C'est important. C'est-à-dire que quand c'est bien expliqué, à ce moment-là, ça passe plus facilement. J'ai cité le cas d'Amadou Toumani Touré parce qu'il avait donné à la presse la possibilité d'aller à Bamako, à Kay, à Sikasso, voir ce qu'il fait en bien ou en mal. Est-ce que, madame, nous pouvons aujourd'hui faire le même type de comportement et le même type de geste comme ATT, aller à Bamako, voir si les dialyses avancent ou pas, et dire que Assimi Goïta, en toute liberté, en toute sécurité, à ce moment-là, on vient, on dit qu'il fait du bon boulot puisque nous en venons. Je vais vous citer un autre exemple. Il y avait un président qui s'appelait Amadou Tandja au Niger. Oui. Il avait lui aussi mis au cœur de son pouvoir la souveraineté économique. Il dit, voilà, nous avons des marchés avec les Français. Jusqu'ici, nos matières premières, effectivement, sont surexploitées par les entreprises françaises sans contrepartie par les populations du Niger. Entre-temps, ils ont voulu le déstabiliser. RFI et tous les autres médias qui sont payés par souvent l'État français en disant que Tanga est un mauvais président, parce que tout simplement, ils voulaient diversifier le marché et avoir la souveraineté économique entre les mains. Et bien, ils ont commencé à le diaboliser. C'est pourquoi je dis, et je mets l'accent là-dessus, les médias qui jouent le jeu, si vous voulez, de la désinformation à l'endroit de l'Afrique, ne rendent pas service à l'Afrique. Et c'est pourquoi je dis que quand le moment viendra, si on peut aller au Niger, si on peut aller, bien sûr, au Burkina Faso, si on peut aller naturellement, je dirais aussi, dans tous ces pays du Sahel pour voir ce qui est bien et venir rapporter, ce serait une très bonne chose. Le 28 mars prochain, la sécurité par l'information, la sécurité économique et autres par l'information, elle est capitale. Est-ce que vous croyez qu'avec votre association, nous en prenons le chemin? Alors, je dirais que oui. Alors, quand on parle de souveraineté au niveau de l'information et des médias, sachez, je pense que vous savez que l'AES a créé son propre média, l'AES TV, c'est-à-dire une TV qui est vraiment dédiée aux informations de la Confédération des pays du Sahel. Ça, c'est le premier point. Donc, à ce stade de l'affaire, on a déjà, eux, leur plateforme, format AES, 100% AES. Maintenant, si vous, c'est une proposition, vous souhaitez venir en renfort pour venir avoir en fait cette légitimité pour venir observer sur le terrain la compatibilité entre ce qu'on peut nous diffuser et ce qui est à la réalité du terrain. Vous faites partie des potentiels panélistes de notre débat. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a un livre blanc qui va être édité. Donc, je vous invite à faire une proposition qui sera soumise, parce que je ne suis pas, et nous ne sommes pas décisionnaires, mais nous sommes force de proposition. Donc, nous, on peut prendre cette proposition, l'intégrer dans les articles de notre livre blanc, et ça sera reçu, si tout va bien, par les décideurs qui seront libres de Stéphane, décider ou pas. est-ce que vous Est-ce que c'est pensez... clair? Ah, c'est clair, Voilà. comme de l'eau de rose. Stéphane, est-ce que le débat du 28 peut effectivement donner quelques pistes pour que la France, effectivement, se réconcilie avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez quelques pistes? Et est-ce que le 28, il y aura ce qu'on appelle la lumière? Et voilà. Et maintenant, la France a mis de l'eau dans son vin. Mais les pays du Sahel ont mis de l'eau dans leur vin. Eh bien, on va se rapprocher et travailler ensemble. Est-ce que vous croyez que le 28 de ce mois, vous allez nous donner quelques pistes? Alors, je pense que oui, on donnera quelques pistes. Maintenant, est-ce que ces pistes seront suivies? Ça, c'est un peu l'inconnu pour le moment. L'idée est vraiment de donner des pistes. Mais je reviendrai sur l'information et la qualité de l'information. Notre événement s'appelle le débat africain de l'intelligence économique. L'intelligence économique,
ce n'est rien d'autre que de la gestion d'informations stratégiques en vue, pour un acteur économique, d'un accroissement de compétitivité, pour un acteur institutionnel, d'un accroissement de son efficacité ou de son efficience. Donc on est bien avec une colonne vertébrale dans cette activité du 28 mars, avec l'information, qui est la moelle épinière, en quelque sorte, de l'événement. Et tout se raccroche à l'information. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus numérisé, où l'information est dématérialisée. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. On peut savoir tout sur tout à condition de savoir comment chercher et où chercher et de le faire correctement, évidemment. Et d'avoir la capacité d'interpréter ce qu'on a trouvé. Tout ça va de pair. Or, aujourd'hui, on constate qu'on se contente de peu. On se contente d'une requête sur un moteur de recherche ou d'un prompt sur une intelligence artificielle. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc la qualité de l'information, elle est importante, mais c'est surtout comment on va traiter cette information pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est ça notre objectif à nous avec ce débat, c'est d'aller chercher l'information, de recueillir l'information de l'ensemble des panélistes pour en faire quelque chose, pour en tirer une véritable analyse avec des véritables leviers d'action possibles pour la suite. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Et je pense que si on fait ça, eh bien, on va déterminer des voies possibles de coopération entre les pays du Sahel, avec leurs voisins directs, avec le reste de l'Afrique, avec les pays européens, avec la France en particulier, avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde, avec les États-Unis, avec le Brésil. Je pense que ce n'est pas limitatif. L'idée est vraiment d'amener des leviers d'action plausibles, parce qu'avec une bonne analyse derrière, et qui ouvrent la voie à toutes les coopérations possibles, à condition que chacun ait envie de ces coopérations, évidemment. Alors, je vous mets à l'aise. Quand celui qui va traiter le sujet avec la République démocratique du Congo, j'espère qu'il sera à la hauteur de la tâche. Laurent Désiré Kabila, je l'ai déjà dit, j'aurais pu amener le journal, est un type qui voulait la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire dans son pays à l'époque. Il était réellement motivé. Laurent Désiré Kabila en 1998, quand il est venu, il nous a contactés. J'aurais dû, Laetitia a vu déjà sa photo, j'aurais même dû amener le journal. Il était comme vous. Il dit, voilà, il faut qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo ait ses mains sur ses matières premières, puisse en vivre aisément au lieu que les prédateurs, parce que vous avez nommé les Chinois, ce sont de dangereux prédateurs. Eux, ils viennent, ils disent, voilà, toi tu es le ministre de l'économie et des finances, on te donne le temps de millions tout de suite et puis tu nous facilites la tâche. C'est très grave. Et Laurent Désiré Kabila avait compris tout ça. Maintenant, que s'est-il passé? C'est que quand quelqu'un veut changer parfois la situation, on fait tout pour l'éliminer. Stéphane, vous savez de quoi je parle? On l'élimine. Alors, Laurent Désiré Kabila, et j'espère que la personne qui va parler de la coopération entre pays africains devra en parler. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, Laurent Désiré Kabila, assis sur des mines d'or, sur des montagnes de diamants. Et il veut diversifier. Et il veut la souveraineté économique. On a trouvé des superficies pour l'éliminer. C'est ça qui est grave. Mais ce qui est bien aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, avec Laurent Désiré Kabila, n'est plus possible avec les chefs d'État du Sahel actuels, puisqu'ils sont avertis. Et il faut bien les avertir. Ils sont avertis que si réellement ils laissent prendre n'importe comment leurs matières premières et qu'ils ne s'organisent pas, et c'est pourquoi j'ai montré la photo tout à l'heure, je vais être très expéditif. Il faudrait que ces pays du Sahel, pour la souveraineté économique, se mettent ensemble, s'acceptent. Je cite le cas de Moussa Mara. Elle est malienne. Et ce qui était Moussa Mara a été Premier ministre, un monsieur qui dit, voilà, il faut qu'on se trouve ensemble au lieu de nous foutre les uns et les autres en prison.
Il est aujourd'hui en prison, Stéphane. Mhm. Eh oui, moi je dis ce que je crois bon. Donc, dans ce type de débat, il faudrait que les arrestations au pays du Sahel s'arrêtent déjà, qu'ils trouvent un terrain d'entente pour s'entendre, parce que s'ils consolident l'unité nationale, mais les djihadistes vont prendre peur, les djihadistes passent par la division des militaires qui sont au pouvoir avec les civils, ils passent par ça pour pouvoir mater les populations. Maintenant, le 28 mars prochain, nous comptons sur vous et sur vos intervenants pour être clairs, rigoureux et en même temps sages, pas provocateurs. Exactement. Madame Laetitia, la reine de notre débat, est-ce que vous avez quelque chose à poser? Bah non, je pense que vraiment enfin, tout est dit sur ce message-là. Après, c'était vraiment pour entrer sur le détail des questions parce que justement là, tout est quand même bien, enfin, tout rentre quand même en profondeur des sujets. Oui. Si on reprend un petit peu les panels, le panel 1 parlera justement de la matière première et les souverainetés. Oui. Donc, quand on parle de matière première, c'est un débat qui peut faire mouche, Oui. parce que c'est souvent ce qu'on entend par rapport au continent africain, pas sur le Sahel, que l'Afrique est exploitée par rapport à ses trésors naturels. Donc, dans ce panel-là, quelle est la volonté, enfin, quelle est vraiment l'information qui veut être partagée et, les solutions, plus ou moins, que vous aimeriez pouvoir partager dans le livre blanc, du coup. Ouais, je te laisse, là. Déjà, je pense qu'il y a un état des lieux à faire sur le sujet. Un état des lieux qui fait quoi sur les matières premières au Sahel et plus largement dans la sous-région. Ah. Vous savez, l'Europe, elle s'est construite sur les matières premières. S'il n'y avait pas eu de minerais de fer, il n'y aurait pas eu de développement du chemin de fer, il n'y aurait pas eu d'industrialisation en Europe. Or, ce minerai de fer, il existe au Sahel. Alors, pas forcément dans les pays de l'AES aujourd'hui, mais les grands projets de minerai de fer, ils sont où? Ils sont en Guinée, ils sont en Mauritanie, ils sont en Algérie. On est bien dans la sous-région. La seule différence avec l'histoire économique européenne, c'est qu'en Europe, on l'a transformé sur place. Or, aujourd'hui, en Afrique, on ne le transforme pas sur place ou très peu. Donc, l'idée, je pense, sur les matières premières, c'est d'amener petit à petit, parce qu'on ne peut pas révolutionner les choses, ce serait beaucoup trop simple, mais amener au moins certaines étapes de transformation. Alors, on a toujours tendance à penser au coltan, aux métaux rares, au cobalt. Ça, c'est très difficile à transformer sur place. Par contre, le fer, c'est pas difficile. Du minerai de fer, c'est en moyenne 62% de teneur de fer. Alors, je caricature un peu, mais on le chauffe, on récupère le fer. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'électrolyse, etc., comme pour le cuivre ou autre. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Mais non, on veut se concentrer sur le coltan, sur le cobalt, alors qu'il y a moyen de faire des choses simples, à condition d'avoir envie de les faire encore une fois. Ça, c'est sur le premier aspect. Le deuxième aspect, et là, c'est quelque chose de positif. On remarque, et partout sur le continent, on remarque qu'on suspend des contrats miniers. Parce qu'on dit, ben non, ils ont été mal négociés, on va les renégocier. Encore une fois, je simplifie volontairement. Et il y a même des pays qui disent, eh bien, moi, je stoppe l'exportation de mes minerais jusqu'à ce qu'on ait renégocié. Ça, c'est des phénomènes très récents, très nouveaux. Je pense qu'on va avoir le même phénomène sur les hydrocarbures. Et je pense que c'est une étape qui commence à être franchie vers quelque chose qui va mener à du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant, qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ça, c'est la deuxième chose sur les matières premières du sous-sol. Maintenant, sur les matières premières du sol, les produits agricoles. Il faut quand même souligner que le Burkina Faso a atteint son autosuffisance alimentaire il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a très peu de pays dans le monde qui y sont arrivés. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner, avec la prise en compte du fait que l'agriculture, c'est quelque chose de compliqué. Et pourtant,
dans l'histoire économique du monde, on est toujours passé par la case agriculture avant l'industrialisation. Donc il faut y passer, absolument. La difficulté, c'est que de passer par la case agriculture aujourd'hui, eh bien, il faut composer avec l'agriculture existante et particulièrement développée ailleurs dans le monde. Et donc être compétitif par rapport à ces autres agricultures. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les agricultures dans le monde sont subventionnées par les États. Or, en Afrique, on ne les subventionne pas. Et donc, on peut, je vais donner un exemple simple, on peut produire un poulet au Burkina qui va coûter 5 euros en sortie d'élevage, alors que dans un élevage au Brésil, il va sortir à 2,30 € ou 2,50 €. Et malgré la logistique, il sera vendu moins cher en venant du Brésil à Ouagadougou que le poulet qu'on aura produit à Ouagadougou. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que l'agriculture et l'élevage au Brésil sont subventionnés, comme en Europe avec la politique agricole commune. Ça, c'est des distorsions de concurrence. Alors, comment corriger ça? Si ce n'est avec des droits de douane pour avoir un poulet brésilien qui va coûter aussi 5 euros. Mais le pouvoir d'achat de la population ne permet pas d'acheter un poulet à 5 euros. Donc là, on est dans une impasse. Et là, il y a des solutions à aller chercher, à réfléchir. Et je pense que sur cette table ronde, sur à la fois les richesses du sous-sol et l'agriculture, il y a des ponts à faire. Pourquoi? Parce que les matières du sous-sol peuvent financer le développement de l'agriculture, peuvent amener, je dirais, un fonds souverain agricole pour subventionner l'agriculture. Et c'est ce genre de proposition que nous souhaitons faire dans le livre blanc qui suivra. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il ne faut pas négliger. Le pays du Sahel, avec quel type de monnaie ils veulent effectivement conquérir la souveraineté économique. Les deux vont ensemble. Si vous avez une monnaie qui n'est pas une monnaie de change, vous avez la possibilité d'attirer tout de suite les investisseurs et les créateurs. Il faudrait donc que celui qui va s'occuper de la partie financière nous dise avec quel type de monnaie le Niger, le Mali et naturellement le Burkina Faso vont s'en sortir. C'est très important. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure du Burkina Faso. À un moment donné, Sankara comme Blaise Compaoré, ils avaient eux aussi voulu coûte que coûte mettre cette souveraineté économique en avant. Et je vous rappelle qu'il y avait le FESPACO, non seulement qui était culturel, mais qui était du cinéma, qui avait en même temps l'artisanat de Ouagadougou, qui était quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le tissu, le coton, l'expérience ancestrale de l'économie à l'époque, tout cela était valorisé au Burkina Faso à un moment donné, au point qu'on aime, je le dis ici, comparé ou pas, le Burkina était devenu un pays fréquentable, un pays qui avançait aussi. Alors, est-ce que ceux qui sont venus ont cette volonté, cette culture du patriotisme et faire mieux que les Sankara et les Blaise Compaoré? La question s'adresse à chacun de vous, celui qui veut répondre. Très, très brièvement, je pense que on a dans le profil des dirigeants africains aujourd'hui quand même des différences avec ce qu'on a connu par le passé. Pourquoi? Parce que le monde évolue, que les mentalités évoluent, et puis qu'on a quand même la plupart des dirigeants africains et leur entourage qui sont des intellectuels, qui ont été formés dans les meilleures universités, qu'elles soient africaines d'ailleurs, parce qu'il y a de très bonnes universités en Afrique, ou européennes, ou aux États-Unis, ou même en Chine ou en Russie. Donc ce sont des gens qui maîtrisent l'économie, qui maîtrisent la finance, qui maîtrisent tous ces sujets. Ce n'était pas forcément toujours le cas auparavant. Ça, c'est une réalité. Donc, on a quand même aujourd'hui énormément de cerveaux en Afrique qui sont là pour accompagner toutes ces choses. La problématique qui subsiste aujourd'hui, c'est la politisation des choses. Et donc, on va parfois privilégier l'appartenance politique à la compétence. Mais finalement, on a la même chose ici. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 20 ans
la compétence ne comptait pas, hein. Pas du tout. Donc, pourquoi ce serait autrement ailleurs? Alors, je pense que le donneur de leçons doit l'exemple, or, il ne le donne pas, hein. Donc, tout est en place et tout existe en Afrique pour faire les choses aussi bien qu'ailleurs, à condition d'avoir la volonté de le faire. Ça, malheureusement, on peut faire autant de débats qu'on le voudra, on n'a pas de moyens d'action là-dessus. On peut juste le dire. Mais si on regarde sur les 20 dernières années, il y a quand même eu des évolutions positives très importantes. On parlait des matières premières, le projet Simandou en Guinée, même s'il y a eu quelques déboires et que ce sont peut-être des prédateurs chinois, mais seuls les Chinois sont prédateurs ou tout le monde l'est? Finalement, on est en guerre économique et tout le monde est prédateur de quelqu'un d'autre, hein. Il suffit aujourd'hui de dire, ben, moi je ne veux pas être le terrain de bataille de la guerre économique, mais un acteur de cette guerre économique. Et c'est ça que les États africains doivent faire. Ils doivent se battre pour retirer les dividendes, hein, comme on disait en Europe, les dividendes de la paix, eh bien les dividendes des ressources minières et des ressources naturelles de leur pays. Et c'est ça l'argent. C'est comme ça qu'on va alimenter les caisses de l'État. C'est comme ça qu'on va alimenter des fonds souverains, comme l'ont fait les monarchies du Golfe, comme l'ont fait la Norvège, avec des fonds souverains qui viennent de leur pétrole. Eh bien, créons des fonds souverains, et il y en a certains qui existent déjà d'ailleurs, issus des ressources minières, qui vont permettre de financer la diversification de l'économie, et notamment l'agriculture. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise. C'est ce que je disais quand Laurent Désiré Kabila, exactement comme vous le faites, avait pris cette initiative. Et quand il a été éliminé, c'est avec la complicité de certains pays limitrophes. Je vous le dis tout de suite. Et c'est là où il faudrait que vos intervenants mettent l'accent sur le fait, je vous le dis tout de suite, que les pays africains ne doivent pas, si tu veux, agresser un autre pays africain au nom de quoi que ce soit. C'est très important. C'est-à-dire qu'un pays africain agresse la République démocratique du Congo avec des prédateurs internationaux, ça met le continent en retard. Et il faudrait mettre l'accent là-dessus. Les Africains doivent cesser d'agresser d'autres Africains. C'est très important. Et les Africains, il faut le dire, le 28, il faut absolument encenser, je dirais chouchouter les cadres africains. Un ingénieur africain, un agronome africain, un médecin africain qui quitte les États-Unis ou l'Allemagne ou la France pour aller s'installer à Bamako, à Ouagadougou ou je ne sais où, et qui dit, moi je viens ici pour aider mon pays parce que j'ai l'expérience de l'étranger, doit être chouchouté. Il ne faut pas l'effrayer. Non, il ne faut pas que ce soit des mots. Tous ces ingénieurs, tous ces agronomes, tous ces médecins, tous ces chercheurs, tous ces cerveaux africains qui sont à l'étranger et qui veulent s'installer en Afrique pour faire avancer le continent, doivent être chouchoutés en disant, mais vous êtes les porteurs de ce que j'appelle la bonne gestion et la bonne gouvernance. C'est très important. Il faut arrêter toutes ces jalousies parce qu'ils ont tel ou tel diplôme et dès qu'ils y arrivent, on les déstabilise. Donc, vos intervenants doivent mettre l'accent là-dessus, sur les causes du retard africain. On va attaquer les causes du retard africain le 28 mars prochain, sans agressivité. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Reine-Mère? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que là, c'est au niveau des mentalités, c'est vrai que c'est très, très, très différent, dans le sens où les talents de la diaspora, quand ils viennent souvent dans les pays, pas que dans les pays de l'AES, quand ils viennent explorer l'Afrique avec leurs talents pour se positionner, c'est vrai qu'il y a les réalités du terrain qui font que le positionnement est agressif ou même des fois nul et non avenu. Voilà, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, notre démarche aussi, elle est pour lutter contre la fuite des cerveaux. Voilà, il faut lutter contre la fuite des cerveaux parce que les États de l'AES et l'Afrique ont besoin de ces cerveaux.
Et il faut que ces décideurs mettent des dispositifs en place pour montrer une volonté politique d'insérer ces cerveaux. Et du coup, moi, ça vient sur une question, parce Oui. qu'en regardant le programme, je me rends compte qu'il n'y a pas la souveraineté culturelle. D'accord, tout à fait. Mais la souveraineté culturelle, c'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Oui. Et en donnant juste cette anecdote, pas plus tard que quelques jours, j'ai eu la chance le jour de mon anniversaire, de passer une journée avec un très grand artiste, Oui. mais qui a œuvré pour la souveraineté culturelle de l'Afrique. Enfin, c'est un acteur qui s'appelle Sidiki Bakaba. D'accord. Et on parlait de l'histoire du cinéma et notamment de la souveraineté culturelle américaine. Mhm. C'est venu par l'entertainment, par l'industrie du cinéma, mais que cette industrie du cinéma, comment a-t-elle fonctionné c'était pendant les premières guerres, Mhm. c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes justement talentueuses qui avaient fait des études, qui avaient travaillé avec énormément de connaissances, Mhm. mais qui se retrouvaient sans emploi. D'accord. Et du coup, pour pouvoir asseoir leur culture à l'échelle internationale, ils ont utilisé ces talents-là pour pouvoir justement mimer, en tout cas, ce qui était pour eux la culture américaine, le talent américain, qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on les considère comme la première puissance mondiale. Tout à fait. Mais leur culture prévaut. Tout à fait. Donc maintenant, dans ce livre blanc, quelle est la place aussi de cette souveraineté culturelle? Parce qu'on parle de l'Afrique sur la finance, sur ses matières premières, sur les médias. Mhm. Mais voilà, quand on parle encore justement de la mentalité, on est sur un peu ces déboires. Oui. Donc, quel va être aussi le travail et dans cette journée du 28, est-ce qu'il y aura quand même une petite place pour ce livre blanc pour parler de la stratégie de la souveraineté culturelle, qui pour moi est le nerf de la guerre pour pouvoir aussi asseoir cette visibilité, cette volonté de pouvoir éviter la fuite des cerveaux, d'une part, Oui. mais de faire comprendre aussi, de par sa culture, l'opportunité de venir échanger, travailler de manière gagnant-gagnant Mhm. avec l'Afrique telle qu'elle a été, et ce qu'elle est et ce qu'elle peut devenir. D'accord, tout à fait. Alors, ça, c'est une remarque très pertinente. La souveraineté culturelle, en fait, elle se joint un peu à toutes les souverainetés que vous avez citées. D'ailleurs, le président Assimi Goïta, chef de l'État au niveau du Mali, a décrété l'année 2025, lors de son mandat à la présidence de l'AES, l'année de la culture. Donc, il s'avère que lors de notre conférence, quand on va aborder le bilan de la présidence du Mali à l'AES 2025 et le passement du flambeau auprès du Burkina Faso sur 2026, donc on fera un clin d'œil sur le volet où le chef de l'État avait décrété prioritairement le volet de la culture. Donc ça fera partie de nos, on va dire, nos mots-clés à l'ouverture de la cérémonie quand on parlera du bilan 2025 au niveau du Mali et de la passation du flambeau 2026 auprès du Burkina Faso. Et ce sera d'ailleurs par Brahim Sidibé qui décortiquera, qui décryptera l'AES en soi et qui portera l'accent sur le souhait du chef d'État du Mali, Assimi Goïta, de mettre en avant la culture sur 2025 et puis la passation du flambeau pour 2026 auprès du Burkina et l'observation de ce qui se passe au Burkina et au Niger dans les jours à venir. Donc, c'est très pertinent. Donc cet appel, c'est vraiment pour tous nos acteurs, que ce soit économique, financier, Exactement. mais aussi Ça se nos rejoint. acteurs de la Tout à culture, fait. puisque là, on appelle l'ensemble à venir participer C'est ça. pour que ce livre blanc puisse être allé, C'est ça, c'est ça. voilà, d'une vision Tout à fait, 360 tout à fait, tout à de fait. ce qu'on attend. Tout à fait. Surtout que la souveraineté culturelle du Mali est une réalité depuis les Ampateba, Tout à fait, tout à fait. hein, C'est vrai. qui a mis ça en lumière. Et je salue la première dame, Madame Adam Bakonare, Mhm. qui, à un moment donné, a voulu justement appuyer cette souveraineté culturelle au Mali avec des débats très éclairés Mhm. et avec des propositions concrètes. D'ailleurs, je souhaiterais que vous la contactiez, Madame Adam Bakonare, qui a été première dame de la Konare, pour que ce type de débat
qu'elle prenne la parole et qu'elle dise, parce qu'elle a été première dame, elle en sait, et puis c'est une femme de culture. Pardon. Donc la souveraineté culturelle du Mali est une réalité depuis longtemps. Maintenant, il faut la réactiver, cette souveraineté. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un nouveau souffle. Et regardez comment vous êtes habillés avec le tissu malien. Merci. Quand vous avez les masques maliens, madame, quand vous avez ce que j'appelle à l'époque, nous, quand on était jeunes, on allait à des écoles d'initiation. Mais souvent, nos maîtres initiateurs, beaucoup venaient du Mali. Ce qui veut dire qu'il y a une souveraineté culturelle telle que ça vous rend encore plus fort, plus malien, plus conscient. sénégalais, plus africain. Donc, madame, Oui. le 28 mars prochain, Oui. souveraineté malienne, souveraineté burkinabé, souveraineté nigérienne, il faut les réactiver. Parce qu'au Niger aussi, il y a eu de très grands hommes. Et il y a effectivement un très grand passé culturel et qu'il faudrait maintenant activer. Donc le 28 mars prochain, M. Stéphane, vous qui êtes ce que j'appelle l'intermédiaire des cultures africaines, européennes et françaises, il faudrait mettre l'accent là-dessus. Non, il faut que ce soit le débat du très bon départ. Voilà. À moins que la reine-mère. Non, on arrive à la fin justement de l'émission. Nous, on invite tout simplement à venir le 28 mars prochain. Exactement. Peut-être rappeler le lieu. Tout à fait. Alors, nous vous attendons nombreux le samedi 28 mars à partir de 8h30 à l'hôtel Méridien au salon Épinette pour un débat digne de ce nom spécial Pays de l'AES. Merci beaucoup. Stéphane. Eh bien, je pense que tout a été dit et avec, je dirais, une fin en apothéose avec la culture. C'est très important. La culture a toujours tiré vers le haut, partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne tire pas vers le haut aussi dans l'AES, dans la sous-région et en Afrique de façon globale. Alors, nous arrivons donc à la fin de ce magnifique débat où chacun librement s'est exprimé. Et nous disons une fois de plus, la reine-mère l'a dit, venez nombreux, remplissez l'hôtel Méridien Porte-Maillot le 28, et puis soyez courtois. C'est-à-dire que quand vous venez, si vous avez des questions à poser, vous les posez. En même temps, si vous avez des solutions à proposer, vous les proposez. Nous ne voulons pas d'agressivité. Nous voulons un débat courtois, un débat où réellement on tire ce qu'on appelle de très bonnes choses pour que le continent avance, la France et les pays du Sahel ensemble, la main dans la main, la France avec les pays européens, la main dans la main, contre le désordre mondial actuel. Ça, je ne vous l'apprends rien. Il y a un désordre tel où la désinformation, la terreur des uns et des autres ne permettent vraiment plus d'aller de l'avant. On ne se sent en sécurité nulle part. Il faudrait que dans ce type de débat, que ce soit le commencement de la sécurité, d'abord individuelle et collective, sécurité alimentaire, sécurité financière, la paix, rien que la paix et toujours la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Faisal.